Premier vendredi marxiste de l'année 2025. Vous avez le thème qui est projeté juste derrière. Jusqu'où ira-t-il? Je pense qu'on peut commencer là-dessus. Bien, camarades, bonsoir. Il y a une dizaine de jours, le chroniqueur du journal patronal Les Échos écrivait que les déclarations de Donald Trump sur le Canada, le Groenland, le Panama, de même que le ralliement de Mark Zuckerberg à l'extrême droite, relèvent, disait-il, du phénomène de cristallisation. Et il expliquait ce qu'il entendait par cristallisation, je le cite, « Lors de la chute des températures, l'eau résiste longtemps, puis la glace prend un coup. La matière change brutalement d'état, on peut bientôt marcher sur le lac. En ce début 2025, en une semaine, avant même l'entrée en fonction du nouveau président américain, le monde vient de changer d'air. » Alors, est-ce que le monde vient de changer d'air? D'une certaine manière, oui. Ce qu'Éric Le Boucher, le chroniqueur des Échos, appelle la cristallisation, c'est ce que Marx appelle la loi fondamentale de la dialectique, c'est-à-dire la transformation de la quantité en qualité. Le fait qu'effectivement, comme le dit Le Boucher, quand la température s'abaisse à un certain niveau, l'eau se transforme en glace. Lorsqu'elle s'élève, elle se transforme en vapeur. Il y a transformation de la quantité en qualité. Et ce que veut dire Le Boucher, c'est qu'effectivement, un certain nombre de phénomènes qui se sont accumulés, pas seulement dans la société américaine, mais à l'échelle internationale, on y reviendra, aboutissent au fait qu'il y a, d'une certaine manière, un changement d'air. C'est vrai. Pour nous, militants de la 4e internationale, ce n'est pas tout à fait une surprise. Dans la revue qui est celle du Comité d'organisation pour la reconstitution de la 4e internationale, la revue L'Internationale, dans le dernier numéro, celui qui est à votre disposition, si vous ne l'avez pas encore acheté, est reproduit un rapport qui a été présenté au collectif d'animation du Corki il y a plus de 3 mois. Et dans ce rapport, je vais en citer juste un passage, nous disions la chose suivante. Une nouvelle situation internationale se constitue. L'impérialisme remet en cause toutes les formes institutionnelles qu'il avait mises en place, en particulier celles instaurées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elles étaient alors nécessaires au maintien de l'ordre impérialiste, puis nécessaires au maintien de la domination capitaliste après la chute de l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est l'impérialisme lui-même qui remet en cause non seulement la stabilité, mais l'existence même de l'ordre mondial reposant sur ses institutions. Ça, c'est ce que nous écrivions il y a plus de 3 mois. Je voudrais à présent vous lire un extrait de ce que déclare un monsieur qui, lui, n'a rien à voir avec la 4e internationale, puisque c'est lui qui vient d'être désigné par Trump comme étant son secrétaire d'État, c'est-à-dire son ministre des Affaires étrangères. Il s'appelle Marco Rubio. Et dans la déclaration qu'il a faite il y a quelques jours, il explique ce cheminement qui va de 1945 à aujourd'hui. Il explique avec ses mots, et vous verrez qu'on retrouve cette appréciation. Il dit, voilà, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont été investis d'une mission. Il s'agissait de créer un ordre mondial, une moitié libre à partir du chaos. Et dans les décennies qui ont suivi, l'ordre mondial qu'ils ont créé nous a bien servi. On retrouve le leitmotiv, ce qui compte, c'est ce qui nous sert à nous, les États-Unis. Bon, ensuite, il y a d'autres développements, je ne veux pas tout vous développer. Et puis il dit, voilà, il y a des gens qui ont dit que c'était la fin de l'histoire, c'était une dangereuse illusion. Il y a eu un développement d'une propagande en faveur d'un commerce libre, un zèle irrationnel pour la liberté de circulation des personnes. Bon, totalement irrationnel que les gens puissent être libres. Et puis il en arrive à la conclusion qu'il faut en tirer, je le cite, « L'ordre mondial d'après-guerre n'est pas seulement obsolète, il est désormais une arme utilisée contre nous. »
Hein, donc c'est clair, cet ordre mondial, il doit être détruit. 8 décennies plus tard, une nouvelle fois, nous sommes appelés, nous, les États-Unis d'Amérique, à créer un nouveau monde libre à partir du chaos. Et il explique dans les termes suivants le rapport qui doit exister entre les États-Unis et le monde qui l'entoure. Je vous le cite. Il est tragique de constater que des atrocités horribles et des souffrances humaines inimaginables sont perpétrées sur pratiquement tous les continents. En tant que nation fondée sur la vérité révolutionnaire que tous les hommes sont créés égaux, avec des droits qui ne viennent pas de l'homme, mais de Dieu. Il fallait que Dieu soit là, parce qu'aux États-Unis, s'il n'y a pas Dieu, ça ne marche pas. Nous ne serons jamais indifférents à la souffrance de nos semblables. Vous attendez la suite? La voilà. Nous ne serons jamais indifférents à la souffrance de nos semblables, mais à la fin, sous le président Trump, la priorité absolue du département d'État des États-Unis doit être et sera les États-Unis. L'orientation qu'il a donnée à la conduite de notre politique étrangère est claire. Chaque dollar que nous dépensons, chaque programme que nous finançons, chaque politique que nous poursuivons doivent être justifiés par la réponse à 3 questions simples. Cela rend-il l'Amérique plus sûre? Cela rend-il l'Amérique plus forte? Cela rend-il l'Amérique plus prospère? Placer nos intérêts nationaux fondamentaux au-dessus de tout, telle est l'orientation préconisée par le président Trump. Donc vous voyez qu'il y a une certaine vérification, disons, de l'analyse que nous faisions il y a quelques mois, telle qu'elle est republiée dans la revue L'International, et ce que dit de Rubio, bien sûr, pas pour les mêmes motifs. Dans l'International, c'était de notre part pour nous en inquiéter, de la part de Marco Rubio, c'est au contraire pour s'en féliciter. Et d'ailleurs, vous pouvez revoir les 2 derniers vendredis marxistes qui sont disponibles en visio. Vous verrez que l'analyse qu'on a faite sur les événements en cours, par anticipation, pas parce qu'on lit dans une boule de cristal, mais parce que la méthode du marxisme permet non pas de prédire les événements, mais d'en comprendre la logique, le développement, la courbe en quelque sorte, donc de ne pas être totalement surpris par ce qui se passe, permettait de deviner cela. Bon, tout cela est vrai, camarades. Oui, nous sommes entrés dans une nouvelle ère qui est marquée par tous ces développements assez préoccupants, inquiétants même, et sur lesquels on viendra tout à l'heure. La camarade Camille, en particulier, va donner un certain nombre d'éléments. Et pourtant, je n'ai pas l'intention ce soir de vous parler du triomphe probable du fascisme, de la défaite de la démocratie et de la victoire de la réaction sur toute la ligne. Je vais vous parler au contraire de la lutte de classe, de la révolution et du combat pour le socialisme. Parce que tout cela aussi est à l'ordre du jour. Certes, la réaction, la contre-révolution, mais la révolution et le combat pour le socialisme sont à l'ordre du jour. Et c'est surtout à l'ordre du jour pour les travailleurs et les jeunes, aux États-Unis, en France, en Europe, dans le monde entier. Et ça pose toute la nécessité de la construction d'un parti révolutionnaire. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, dire ce que je viens de dire, ça n'est pas ignorer la réalité. La réalité est là, elle est bien là, elle a commencé à s'exprimer. Et je vais donner tout de suite la parole à la camarade Camille pour qu'elle dise quelques mots sur les premières mesures de Trump au pouvoir. C'est de revenir rapidement sur les premières mesures de Trump au pouvoir, même s'il y en a déjà un certain nombre. Ça a été dès son premier jour, dès le jour de son investiture, les 46 premiers décrets présidentiels qui ont pris un certain nombre de mesures et d'autres choses depuis. Déjà, un certain nombre de mesures, vous l'avez sûrement vu, sur la question de l'immigration. Dans un des décrets, Trump parle même de menaces d'invasion pour les États-Unis. Et il a mis en place notamment un état d'urgence au niveau de la frontière du Mexique. Il y a eu tout un déploiement, la décision de déployer l'armée, la garde nationale, des drones aussi de surveillance dans le but d'empêcher toute entrée sur le territoire des États-Unis. Il y a eu en même temps la suspension de certains programmes, dont un programme qui s'appelle l'USRAP, qui était un programme qui permettait pour des immigrés de chercher refuge aux États-Unis. Et c'est un programme qui, par exemple, l'année dernière, avait permis à 100 000 immigrés réfugiés de trouver asile et d'être
d'être accueillis aux États-Unis. Ils ont aussi supprimé toutes les applications, les programmes qui permettent aux migrants de prendre rendez-vous pour demander l'asile aux États-Unis. Et la porte-parole de la Maison-Blanche a annoncé jeudi en fin de journée qu'il y avait déjà une première opération de masse qui avait conduit à 538 arrestations de migrants et l'expulsion de centaines de migrants présents illégalement sur le territoire. Et puis à ça, s'est ajoutée une autre mesure qui a déjà beaucoup fait parler, c'est que Trump, dans un de ses décrets, supprime le droit du sol. Le droit du sol, c'est-à-dire que toute personne qui est née sur le territoire des États-Unis a le droit à la citoyenneté américaine. C'était un droit qui était garanti par un des amendements de la Constitution, et Trump, dans son décret, dit je remets en cause ce droit parce que je réinterprète la formulation du 14e amendement de la Constitution, donc suppression du droit du sol. Alors depuis, il y a un juge fédéral qui a contesté ce décret, qu'il a déclaré institutionnel. Trump a dit qu'il allait faire appel parce que cette décision du juge annule la demande au niveau national. Et donc c'est sûrement une décision qui va être discutée maintenant à la Cour suprême. Mais donc ça reste quand même... un tournant qui est marqué qui se voit déjà au bout de quelques jours sur toute la politique d'immigration. Il y a un certain nombre d'autres décrets aussi qui ont été pris par rapport à l'administration fédérale. Trump en parlait juste après son élection. Il avait décidé qu'il y aurait ce qu'il appelle un département pour l'efficacité gouvernementale, que Elon Musk serait à sa tête. C'est chose faite. Il a signé un décret dès son investiture. Et c'est Elon Musk qui a expliqué que avec ce département de l'efficacité gouvernementale, le but serait de réduire les dépenses publiques de faire une réduction des dépenses publiques de 6 500 milliards d'euros dans le budget. Et notamment, ce qui pourrait entraîner aussi la suppression d'environ 150 000 postes dans l'administration fédérale. Et en plus de ça, il y a un décret qui a été pris qui a gelé toutes les embauches possibles dans les postes de l'administration, sauf pour le personnel de l'armée, évidemment, et aussi le personnel qui est chargé d'appliquer les mesures pour chasser les migrants des États-Unis. Ça donne aussi une idée de la politique de Trump, et ça, il l'a mis en application tout de suite avec les premiers décrets. Un autre élément aussi... notamment parce que ça faisait partie du programme et de la campagne de Trump, c'est toutes les mesures contre les femmes travailleuses et notamment la question de l'avortement. Hier, Trump a signé un décret pour gracier 23 manifestants anti-avortement et il a déclaré à cette occasion que c'était un grand honneur pour lui de signer un tel décret. Il a annoncé qu'il participerait, puisqu'il y a aujourd'hui, ce vendredi aux États-Unis, une grande marche pour la vie, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui se tient à Washington, donc une marche contre le droit à l'avortement. Il y participera en visio et son vice-président sera sur place à cette marche. En même temps, dans les décrets qu'il a pris, il a fait supprimer des décrets qui visaient à essayer d'instaurer une égalité salariale. Ça, il a supprimé. Et puis, il y a le fameux décret de la vérité biologique, où Trump a décidé de rétablir la définition de ce qu'était un homme et de ce qu'était une femme. Remettant en cause, c'est des questions d'ordre personnel quand ça concerne l'identité ou l'orientation de chacun, mais lui, il décide de remettre en cause ces libertés-là. Un certain nombre d'autres mesures aussi. Il y a le retrait de l'OMS, mais aussi sur les questions de santé, il y a quand même le fait qu'il a supprimé tout un certain nombre de décrets qui avaient été pris ces dernières années pour essayer de renforcer Medicaid, qui est donc, l'assurance santé, le peu d'accès à un système de santé qu'ont les Américains. Il y a aussi tous les retraits le retrait des accords de Paris sur le climat. Alors, on sait que les accords de Paris sur le climat ont des résultats insignifiants, parce que, accord ou pas, c'est les capitalistes qui décident et qui continuent de décider, et ils décident qu'ils ne veulent pas faire pour le climat et que c'est mieux que ce soit les autres qui fassent à leur place. Néanmoins, le fait de se retirer de ces accords, ça marque, la fin de tous les faux semblants en termes d'essayer de régler la crise climatique. Et par ailleurs, il a aussi supprimé tous les décrets qui encourageaient la recherche scientifique sur les questions du climat, etc. Il y a aussi la question du rétablissement de la peine de mort, parce que Biden avait fait
avait mis un moratoire sur les exécutions fédérales, puisque donc il y a le droit au niveau des États où chaque État a le droit ou non applique ou non la peine de mort et d'autres qui ne l'appliquent pas. Et puis il y a les exécutions fédérales. Biden avait interrompu cela pendant un moment et lui il a demandé à ce que ça soit rétabli et que sa future procureure générale, dès qu'il y a une peine capitable et que quelqu'un est passible de peine capitable, il faut qu'elle soit appliquée, notamment quand il s'agit d'étrangers en situation irrégulière qui sont accusés de crime capital. Là il faut que la peine de mort soit absolument rétablie. Dominique reviendra après moi, mais il y a aussi la suppression du décret sur les sanctions pour les colons israéliens. Et puis, donc ça, c'est l'ensemble des mesures prises par les décrets. Puis, il y a aussi tout un tas d'annonces et de mesures hautes qu'il a prises. Bon, notamment, il n'y a pas de modification, alors qu'il en parlait avant son investiture, sur la question des tarifs douaniers. Mais il a déjà annoncé que dès le 1er février, il voulait faire augmenter les tarifs douaniers de 25% pour le Canada et le Mexique. Il y a aussi le fait qu'il a gracié les 1500 émeutiers qui avaient pris d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021, parmi lesquels des militants de groupuscules et de milices d'extrême droite. Il y a aussi le fait qu'il ait gracié 2 policiers qui avaient été condamnés pour le meurtre d'un homme noir de 20 ans. Et aussi, il a gracié Ross Ulbricht, qui est donc un trafiquant qui avait mis en place tout un réseau sur le darknet de vente de drogue, d'armes, très largement. Et il a gracié aussi cet individu qui a maintenant été libéré. Voilà, ça donne quelques idées du programme de Trump et des premières mesures qu'il a mis en place. Doute que si ce vendredi marxiste avait eu lieu 8 jours plus tard ou 15 jours plus tard, la liste aurait été encore beaucoup plus longue. Personne ne peut, je crois, rien qu'à l'énoncé de ce que Camille a évoqué, douter de ce que Trump est bien le réactionnaire fascisant que nous avons analysé. Personne ne peut douter, en tout cas, de son intention, de sa volonté de mettre en œuvre un programme qui est celui de la noire réaction dans tous les domaines. Mes camarades, à ceux qui s'en étonneraient, quel militant sérieux peut croire que le combat pour la révolution ouvrière va se dérouler sur une avenue tranquille, sans obstacles, bordée d'arbres et de fleurs? Non. Le combat pour la révolution emprunte des routes escarpées, tortueuses, parsemées d'obstacles, de difficultés, qui peuvent parfois sembler infranchissables. Mais il n'y aurait pas nécessité de déployer cette violence contre-révolutionnaire si le régime capitaliste fondé sur la propriété privée des moyens de production ne se sentait pas menacé. Il n'aurait pas besoin de faire appel à ces moyens extrêmement violents, à les affirmer, à les asséner pour bien terroriser les peuples, s'il ne se sentait pas lui-même menacé dans son existence. C'est donc bien de lutte de classe qu'il s'agit. Et de lutte de classe qui n'en est, de ce point de vue, qu'à son commencement. Tout le monde a remarqué... Il faudrait juste que je retrouve mes feuilles. Voilà, c'est là. Tout le monde a remarqué que le gouvernement de Trump, c'est le gouvernement des riches, des ultra-riches. Il avait déjà avec lui Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Il en avait quelques autres. Il a rallié Zuckerberg, un autre de ces ultra-riches. Et puis, comme si les ultra-riches américains ne lui suffisaient pas, parmi ceux qu'il a invités à son intronisation, il y avait Bernard Arnault, le joyau de notre richesse nationale, et nous en sommes fiers, évidemment. Il a une armée d'ultra-milliardaires autour de lui, et ce n'est pas un hasard. Le mérite de Trump par rapport à d'autres politiciens bourgeois, c'est qu'il ne cherche pas à cacher l'objectif de sa politique. C'est de permettre aux riches de s'enrichir encore plus, de permettre aux exploiteurs de le faire sans toutes les contraintes bureaucratiques qu'imposent les syndicats, les réglementations ouvrières, les régimes de retraite, les droits de l'homme, et qu'ils aient les mains les plus libres possibles
pour accumuler le plus de profits possible. Donc il n'est pas étonnant qu'il agrège autour de lui ceux qui ont le plus intérêt à s'y agréger. Lui-même d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé, il a fait cette opération totalement incroyable du point de vue même de la morale la plus élémentaire, qui est que 3 jours avant d'être intronisé président des États-Unis, il a lancé sa propre crypto-monnaie qui bien sûr a connu un essor gigantesque. Et il a, en l'espace de quelques heures, gagné je ne sais combien de millions de dollars. C'est-à-dire que pendant les travaux, les affaires continuent. Et pendant l'intronisation de président des États-Unis, je continue à accumuler toutes sortes de richesses. Alors, il y a des gens qui l'ont pointé du doigt, ça. Hein. Par exemple, alors c'est assez ironique, vous me direz, mais enfin, comme on vit dans un monde un peu fou, toutes les folies sont permises. L'ancien président Biden, celui qui est parti il y a quelques jours, dans son dernier discours, il a dit « Je veux mettre en garde le pays contre certaines choses qui m'inquiètent grandement. Il s'agit de la dangereuse concentration du pouvoir aux mains de très peu de personnes ultra riches et des conséquences dangereuses de ce pouvoir sans limite. Une oligarchie prend forme en Amérique, un complexe technologico-industriel. » Et du coup, le mot oligarchie, oligarchique, a fait Flores, tout le monde le reprend. Dans une longue tribune du journal Le Monde, le dénommé Thomas Piketty, qui est assez connu et qui se fait volontiers une réputation d'homme de gauche, il a quand même eu l'audace, pour ne pas dire plus, d'écrire un livre qu'il a intitulé Le Capital. Bon, à sa place, j'aurais choisi un autre titre, ne serait-ce que par un minimum d'humilité. Disons, quand vous avez lu Le Capital de Marx, bon, celui de Piketty a un rapport très lointain. Mais il fait donc une très longue tribune dans Le Monde intitulée « Démocratie, oligarchie, le combat du siècle ». Donc le combat opposerait l'oligarchie, je rappelle l'oligarchie, l'étymologie grecque de l'oligarchie, c'est le pouvoir de quelques-uns, d'une poignée. Oligoi en grec, quelques-uns. Donc c'est le pouvoir de quelques-uns qui domine l'immense majorité. Et donc, Piketty dit, voilà, c'est ou bien l'oligarchie, ou bien la démocratie, qui, étymologiquement aussi, en grec, signifie le pouvoir du peuple. Donc, formellement, disons, d'un point de vue sémantique, étymologique, oui, ça s'oppose. Mais est-ce que c'est vraiment ça, le débat? Alors, il cite ce que dit Biden, et il dit, bon, Biden n'a pas tort, mais enfin, il n'a pas fait grand-chose pour empêcher ces dérives oligarchiques. Ok, très bien. Et il dit, bon, le problème, je vous le résume, parce que c'est très très long comme article, le problème c'est que le Parti démocrate n'a pas choisi les bons candidats. Et que s'ils avaient choisi des bons candidats, par exemple les membres de l'aile gauche du Parti démocrate, il cite Bernie Sanders et puis une femme que je ne connais pas, mais qui a l'air de... Si, que je connais, je suis bête, c'est Elizabeth Warren, qui sont réputées être l'aile gauche du Parti démocrate, alors le résultat aurait été différent. Et d'ailleurs, il n'est pas du tout impossible qu'une candidature de type Sanders-Warren l'emporte à l'avenir. Bon, il dit c'est pas sûr, mais enfin, donc on peut s'opposer à l'oligarchie. Il dit d'ailleurs, il faut compter aussi sur le reste du monde, parce qu'il y a des changements politiques qui peuvent venir de régimes beaucoup plus progressistes dans le monde. Il dit par exemple l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Bon. Écoutez, camarades, l'Afrique du Sud, il y a encore un article dans la Tribune des Travailleurs cette semaine. Certes, le gouvernement est composé de ministres du Parti communiste, de l'ANC, etc. Mais enfin, les ouvriers crèvent par centaines dans les mines d'Afrique du Sud, sans aucun soin, sans aucune protection contre l'exploitation. Ils sont livrés par ce gouvernement de gauche, entre guillemets, aux multinationales, elles, pas du tout de gauche, du diamant, du pétrole, de l'uranium, qui sont des multinationales américaines, françaises, belges, néerlandaises, anglaises. Bien que dans la lutte contre l'oligarchie, on ne voit pas bien. Hein. Le Brésil, Lula, certes, est issu d'un parti qui s'appelle le Parti des travailleurs, mais enfin, les grands propriétaires terriens au Brésil ont toujours toute liberté d'exploiter la terre et de chasser les paysans sans terre. Les privatisations se poursuivent à tour de bras. Bon, quant à l'Inde, je ne vous fais pas de dessin, et sur le degré de pauvreté et sur la politique du gouvernement maudit, ça vient. Et Piketty conclut, dans le combat mondial de la démocratie contre l'oligarchie, il reste à espérer que les Européens sortiront de leur léthargie, joueront tout leur rôle.
l'Europe a inventé au XXe siècle l'État social et la révolution social-démocrate, je ne sais pas ce que c'est la révolution social-démocrate, c'est elle qui a le plus à perdre de l'hypercapitalisme trumpiste. Bon, les mots ont un sens, hein. Si Trump, c'est l'hypercapitalisme, il faudrait donc un capitalisme un peu moins hyper. Vous voyez, un capitalisme moins brutal. Donc, dit Piketty, j'oppose à l'oligarchie la démocratie. J'oppose à l'hypercapitalisme le capitalisme un peu moins hyper. Bon, il n'est pas le premier à dire ça, hein, camarade. Alors oui, c'est des oligarques, c'est indiscutable. Enfin, il n'y a pas que dans l'Amérique de Trump qu'une poignée contrôle le pays. Hein. Qui contrôle le pays en France? Le peuple. Le peuple qui, quand il manifeste, il suffit qu'un président dise 49.3 et la réforme des retraites passe. C'est aussi l'oligarchie. Et Macron, comme personnage lié à des multimilliardaires, il est bien placé. C'est un fait. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Tiens, il y a une étude faite par l'ONG Oxfam qui est sortie hier, qui dit, alors tenez-vous bien, les milliardaires se sont enrichis 3 fois plus vite en 2024 qu'en 2023. C'est-à-dire qu'ils s'enrichissent chaque année, hein, mais là, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Oui, il y a des oligarchies, c'est sûr. Mais est-ce qu'il s'agit d'opposer au système hyper-capitaliste un système capitaliste qui serait un peu moins brutal, un capitalisme plus humain, plus social, plus éthique? Ou bien est-ce que ce qui est en cause, c'est le système capitaliste lui-même, fondé sur la propriété privée des moyens de production? On a une réponse à cette question. Depuis plusieurs décennies, il y a un terme qui revient très souvent dans les traités internationaux, mais aussi dans les lois, dans les différents pays capitalistes, et même dans les revendications parfois des organisations syndicales, c'est la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Je suis sûr que vous l'avez déjà rencontré pour beaucoup d'entre vous, à savoir, c'est l'idée que les entreprises ne sont pas là que pour faire du profit, elles ont une responsabilité sur l'environnement, sur les conditions de travail des travailleurs, etc., etc. Bien. On a un exemple typique d'un capitaliste soucieux d'éthique et du sort des travailleurs. Je veux dire précisément le dénommé Zuckerberg. Depuis qu'il a lancé ses entreprises diverses, Facebook, Meta, etc., il a toujours dit que lui, c'était une vision progressiste. Hein, c'était l'état d'esprit de la Silicon Valley. D'ailleurs, ils étaient en Californie et pas au Texas. Ce n'étaient pas des affreux réactionnaires. Ils donnaient des millions de dollars aux candidats démocrates. Ça montre bien qu'ils ne sont pas pour la réaction, etc., etc. En l'espace de quoi? 2 jours, le progressiste Zuckerberg est devenu le meilleur soutien de Trump. Il a viré sa cutie en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Il a commencé par déposer 1 million de dollars dans le fonds de Trump pour les cérémonies de son investiture. Puis il a dit que finalement, il avait toujours considéré qu'il fallait surtout ne rien contrôler sur les réseaux sociaux, que tout le monde a le droit de dire tout ce qu'il veut, c'est très très bien, qu'il annulait tous les dispositifs, vous savez, de fact-checking pour vérifier quand même qu'on ne raconte pas n'importe quoi, que d'ailleurs, il allait faire comme l'autre fou, là, Musk. Il allait virer 5% de son personnel tout de suite. Ceux qui ne travaillent pas assez, ils sont virés. Et que finalement, rien n'est plus formidable que l'ultralibéralisme de Trump. Bon, la conscience sociale du progressiste Zuckerberg s'est envolée quand Trump a dit « Bon, ceux qui me suivent vont pouvoir profiter de la situation, les autres n'en profiteront pas. » Mais tous, l'autre, j'oublie son nom, réputé progressiste aussi. Bezos, c'est son nom, voilà, Bezos, pareil. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils se sont tous retrouvés. D'ailleurs, aux cérémonies d'investiture, ils étaient tous ensemble. Les anciens réactionnaires et les anciens progressistes, tous unis dans le trumpisme triomphant. Pourquoi? Parce que la conscience sociale des capitalistes se dissout
au contact de la perspective de profit. Et arrivé à un certain degré de perspective de profit, il n'y a plus de capitalisme éthique, social, responsable, il y a les profits. Point à la ligne. Et même Zuckerberg, quand même, qui vient d'une famille qui a souffert de l'antisémitisme en Europe centrale au XIXe siècle, au XXe siècle, pardon. J'imagine que quand Elon Musk a fait son salut nazi devant lui, ça l'a peut-être pas totalement enthousiasmé. Mais qu'est-ce que c'est qu'un salut à côté des profits attendus, camarades? Totalement secondaire. Donc, il n'y a pas plusieurs capitalismes. Il y a le capitalisme. Et le capitalisme, Trump dit America first, le capitalisme, c'est les profits d'abord, point. Et bien sûr, de ce point de vue, Trump offre des garanties formidables. Quand il leur dit « Nous sommes la puissance économique la plus grande du monde », c'est vrai. Nous avons une capacité à concentrer des montagnes de capitaux considérables. Par exemple, ce qu'il vient d'annoncer à propos de l'intelligence artificielle. Une première mise de 100 milliards de dollars, et puis vous allez mettre le reste, on va dire 500 milliards de dollars, on va devenir les champions du monde de l'intelligence artificielle. On ne dépendra plus des Chinois, dont on dépend pour l'instant sur les microprocesseurs, je ne sais quel autre composant électronique. Bien, pour des capitalistes, oui, c'est rêvé. On va remettre en cause toutes les lois du travail, on va arrêter de dire qu'il faut payer les gens à un certain niveau, on va liquider les syndicats. Musk, il a viré la moitié de son personnel. Ça, c'est l'avenir. Quelqu'un qui a le courage de te dire ce langage, pour la classe capitaliste, c'est pain béni. Ça ne durera pas éternellement, parce qu'il n'y a pas de super-impérialisme. Le capitalisme a ses propres contradictions. D'ailleurs, ça a commencé. Quand Trump a dit « je vais faire ce fonds de 500 milliards, je vais commencer par 100 milliards », il se trouve que les premiers 100 milliards, c'est Altman je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc, ChatGPT, c'est ça OpenAI. C'est le patron de OpenAI. Donc, lui, il avait déjà mis les 100 milliards de dollars. Donc, Trump, opportuniste, dit, le point de départ du fonds, c'est les 100 milliards de dollars d'Altman. Et Musk a dit, mais pas du tout, ce Altman, c'est un moins que rien, sa banque a à peine 10 milliards de dollars dans ses réserves. Bon, il y a déjà un conflit. Qui va contrôler la première part du gâteau. C'est comme quand Trump a dit je vais élever des barrières terribles pour empêcher tous les immigrés de venir. Oui, d'accord, mais enfin, les entreprises de la high-tech qui s'appuient sur des dizaines de milliers et des dizaines de milliers d'ingénieurs et de techniciens supérieurs formés en Inde ou dans des pays d'Asie, s'ils n'ont plus la possibilité de recruter ces gens-là, c'est contraire à leurs intérêts. Oui, mais d'un autre côté, Trump, il a promis à la plèbe fascisante et réactionnaire qu'il allait virer tous les immigrés. Donc comment concilier le fait qu'une partie de son électorat et de sa base sociale a besoin d'immigrés, que l'autre partie a vraiment besoin de les virer pour satisfaire leur espèce d'idéologie totalement réactionnaire. Toutes ces contradictions vont apparaître et beaucoup d'autres. Par exemple, vous avez remarqué qu'il a annoncé, elle l'a dit Camille, je vais élever tous les droits de douane. Et la Chine va voir ce qu'elle va voir. Et bizarrement, il ne commence pas par la Chine. Alors que, de toute évidence, le but ultime de Trump, c'est la guerre contre la Chine. Mais il ne commence pas par la Chine, il commence par l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe est dans un tel état que ce n'est pas très difficile d'élever des barrières douanières. Pourquoi il ne commence pas par la Chine ? Parce que son histoire de 500 milliards de dollars qui va nous émanciper de la dépendance des Chinois, on va produire des composants électroniques, des microprocesseurs, plus que n'importe qui, et vous allez voir, on dépendra de personne, d'accord, enfin pour l'instant, il n'y a pas encore eu la pose de la première pierre, de la première usine qui va permettre de faire ça. Donc en attendant, la high-tech américaine a besoin des produits d'importation d'Asie. Donc il ne faut pas élever trop tôt les droits de douane, un petit peu. Peut-être 10% sur les produits chinois, mais 25% sur les produits d'Europe. Donc, il y a toutes ces contradictions. Ça durera ce que ça durera. Il n'y a pas de super impérialisme qui va résoudre toute la crise du capitalisme. Mais c'est quand même le capitalisme le plus puissant. Donc, il y a quand même une capacité à ouvrir des perspectives. Ça. Et rien n'est plus mortel que l'illusion que ça peut se passer autrement. Moi, j'ai entendu à la radio l'autre fois, il y a quelques jours, un reportage. Je ne savais pas que l'équivalent de la Silicon Valley en France, c'est la gare Saint-Lazare. Je l'ai appris à cette occasion. Il paraît que le quartier de la gare Saint-Lazare, c'est notre petite Silicon Valley à nous, qu'il
Il y a plein de techniciens très qualifiés. Et ils interrogeaient ces jeunes techniciens, visiblement des jeunes hommes et des jeunes femmes d'une trentaine d'années, très passionnés par leur métier. Et ils leur disaient, mais qu'est-ce que vous pensez de cette brutale conversion de Zuckerberg et compagnie? Chez nous, ça ne peut pas arriver. En France, ça ne peut pas arriver parce que là, on a on a une éthique de la production, on a un respect de l'humain. Bon, ces malheureux jeunes gens et jeunes femmes se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Il y a une éthique jusqu'au moment où il n'y en aura plus. Le profit, c'est le profit. Si la high-tech française, pour pouvoir réaliser du profit, a besoin d'en passer par les fourches caudines d'un Trump français, si c'est du solide, la plupart capituleront. Le profit, c'est le profit. Et donc, ça nous ramène à l'essence de la crise actuelle. L'essence de la crise actuelle, ça porte un nom. C'est le régime de la propriété privée des moyens de production. À savoir que ceux qui possèdent les moyens de production les utilisent pour exploiter la force de travail de ceux qui ne les possèdent pas. Une poignée, une oligarchie, comme dit notre ami Piketty et Biden réunis, une poignée exploite une multitude, parce que cette multitude, n'ayant pas les moyens de production, elle ne peut vendre que sa force de travail, et cette poignée tire du profit. Et il n'y a pas d'autre loi dans le système capitaliste. La lutte de classe a imposé des tas de contraintes. Regardez chez nous, par exemple, on part en retraite à 62 ans, 64 ans, c'est scandaleux. On a une sécurité sociale qui prend en charge les soins, c'est honteux. On a des hôpitaux, on a des écoles. Tout ceci pèse à l'encontre de l'esprit de libre entreprise. Trump aux États-Unis dit « Moi, je vous libère de tout ça ». Formidable. Jusqu'à un certain point, pour eux, formidable. La politique, disait Lénine, est un concentré, c'est un concentré de l'économie. Les lois du capital sont les lois du capital. Alors je sais qu'on les a répétées à nombreuses reprises, je m'excuse pour les camarades qui ont déjà entendu ce discours. Dans le système capitaliste, la capacité à produire des marchandises croît beaucoup plus vite que la capacité des marchés à absorber les marchandises. Et par conséquent, chaque jour, des montagnes de capitaux s'ajoutent à d'autres montagnes de capitaux qui cherchent désespérément des moyens de se valoriser et qui ont parfois du mal. D'où le fait qu'il faut faire appel à des détours parasitaires de l'économie, que ce soit l'économie de la drogue, la prostitution, la spéculation financière, l'économie d'armement extrêmement rentable. Ces capitaux qui s'accumulent de plus en plus, qui ne trouvent pas à s'investir de manière rentable, provoquent une lutte à mort entre les secteurs qui dominent l'économie capitaliste et ceux qui ne le dominent pas. Il n'y aura pas de quoi dégager du profit pour tout le monde, sauf arriver à écraser les droits de la classe ouvrière, et les écraser réellement, une dictature qui supprime tous les droits, sauf à écraser les capitalismes concurrents. Et finalement, Trump profite de la situation dominante du capitalisme américain pour dire « moi, je vais balayer toutes les règles. Je vais balayer toutes les contraintes. Je vais balayer tous les droits acquis par les travailleurs. » Il faut dire qu'il n'a pas de mal, puisque tous les dirigeants syndicaux, comme d'ailleurs les capitalistes humanistes, sont tous venus lui cirer les chaussures lors de son intronisation. Même ceux qui avaient fait campagne pour Kamala Harris sont venus le voir en disant qu'ils étaient sûrs que Trump était un ami des travailleurs et qu'il allait les défendre, etc. Bien. Trump dit « je vais vous libérer de tout ça par la force ». Camarades, on n'est qu'au début de ce processus. Ce qui veut dire que le capitalisme est arrivé à un tel degré de crise que cette crise ne pourra se dénouer d'une manière ou d'une autre que par des processus de rupture. Des processus de rupture qui incluront une certaine dose de violence, je ne parle pas de violence physique, de violence par rapport aux règles institutionnelles existantes, et que la seule question qui devrait être posée pour la classe ouvrière, c'est qui va l'emporter. La forme la plus violente et dévastatrice de capitalistes sans foi ni loi qui veulent remettre en cause toutes les formes de la démocratie et des droits ouvriers, ou la classe ouvrière s'appropriant les moyens de production et les mettant au service de toute la société. Ça porte un nom, c'est la socialisation des moyens de production. L'humanité est riche de possibilités immenses, mais ces possibilités aujourd'hui ne sont pas mises au service de la satisfaction des besoins de l'humanité,
mais guidé exclusivement par le profit. Alors, où est-ce que cela conduit, camarades? Tout le monde comprend que tendanciellement, ceci conduit à la guerre. Que les contradictions entre les besoins du capitalisme américain, d'une part, les aspirations qui peuvent être celles de nombreux peuples à vivre libres, donc sans être sous la tutelle américaine. La résistance en Chine d'un régime certes bureaucratique, dictatorial, totalitaire, mais qui repose encore sur une propriété, un mode de propriété étatisé qui donc fait obstacle à la prise de contrôle par l'impérialisme américain. La résistance de la classe ouvrière américaine elle-même sont autant d'éléments qui entravent la marche en avant de ce que le capitalisme conduit par Trump voudrait réaliser. D'où le caractère inscrit dans la situation d'une possibilité de guerre. Trump ne s'en cache pas. Hein. Il dit qu'il faut régler vite cette histoire d'Ukraine qui nous emmerde. Il faut se concentrer sur la Chine. Et de son point de vue, du point de vue de l'économie qui le préoccupe, il y a une certaine logique à ça. Camarades, ce n'est pas nouveau. Est-ce que pour autant c'est la victoire du fascisme? Hitler avait un mot d'ordre qui était, si je me rappelle bien, Maurice me corrigera, Lebensraum, hein, l'espace vital. Le peuple allemand avait besoin d'un espace vital, ça c'était l'enveloppe idéologique. Le contenu concret, c'est le capitalisme allemand étouffé dans les frontières nationales, étouffé dans les limites du marché qu'il contrôlait. Il lui fallait un espace pour se développer, et cet espace, il ne pouvait le conquérir que par la guerre. Trump a son mot d'ordre, c'est pas l'espace vital, c'est America First, mais ça veut dire la même chose. Mais il y a une différence, et elle est de taille. C'est que Hitler a pu développer son projet sur la base de la défaite du prolétariat allemand. La défaite du prolétariat allemand, pour des raisons historiques sur lesquelles je ne peux pas revenir ici, aboutit à la destruction de la démocratie, la destruction de toutes les formes organisées de la classe ouvrière allemande, qui était la classe ouvrière la plus organisée, la plus consciente d'Europe et du monde, à la répression qui a envoyé, dans les mois qui ont suivi, 1 million de militants ouvriers allemands de toute tendance dans les camps de concentration. Et cette défaite de la classe ouvrière allemande a donné au capitalisme allemand, pris en charge en quelque sorte par l'appareil d'État nazi, une puissance certes temporaire, qui a duré une douzaine d'années, mais qui lui a permis, durant cette douzaine d'années, de tenter par la force de surmonter la crise et les contradictions du capitalisme allemand. Il y a un problème pour Trump. C'est que lui n'a pas imposé de défaite à la classe ouvrière. Tout ce qu'a dit Camille est exact. Mais le mouvement ouvrier américain existe toujours. Certes, les dirigeants capitulent. Il y a toujours des syndicats, il y a des grèves, il y a des libertés. Certes, Trump dit « je remets en cause la Constitution », mais il y a encore une Constitution. Par exemple, on le voit sur le droit du sol. Certes, il a l'intention de remettre en cause le droit à l'avortement. Enfin, j'imagine qu'il y a aux États-Unis, passé la sidération de la vie au pouvoir de Trump, il y a et il y aura des mobilisations, et pas seulement de femmes, sur le plan de la démocratie, tout simplement, pour défendre ce droit menacé, et beaucoup d'autres choses. Les choses ne sont pas jouées. Il n'y a pas de fascisme aux États-Unis. Il y en aura peut-être un demain, mais à ce stade, il n'y a pas de fascisme aux États-Unis. Il y a des fascistes, et Trump en est un. S'il le pouvait, sans aucun doute, Musk ne s'en cache pas, il irait vers l'instauration d'un régime fasciste, mais pour l'instant, la partie n'est pas jouée, elle n'est pas gagnée, elle n'est même pas jouée. Et ce qui est vrai pour les États-Unis est vrai aussi pour l'Europe, pour la France, pour nombreux pays, où il y a, et j'y reviendrai dans un instant, il y a en France des tendances nettement trumpistes qui s'affirment dans la bourgeoisie française, c'est évident. Mais pour l'instant, elles ne peuvent pas s'appuyer sur une défaite de la classe ouvrière, bien au contraire. Et de ce point de vue, je pense qu'il est important d'ouvrir une parenthèse sur la situation en Palestine, pour 2 raisons. D'abord parce que, depuis 18 mois, le génocide du peuple palestinien est largement utilisé par l'impérialisme pour terroriser les peuples du monde entier. Voilà ce qui vous menace dès lors que vous prétendrez défendre vos droits. C'est vrai pour les Palestiniens aujourd'hui, ça sera vrai pour d'autres aujourd'hui. La Palestine nous intéresse pour une autre raison, c'est que Trump a bien l'intention
tout en se présentant comme le héros du cessez-le-feu, d'aider les ultrasionistes sous une autre forme à poursuivre le génocide du peuple palestinien. Mais la Palestine nous intéresse aussi parce que malgré tout cela, malgré les 100 000 morts de Gaza, le peuple palestinien n'a pas renoncé au combat. Et que comme l'a très bien dit Blinken, qui était encore il y a quelques jours le ministre des Affaires étrangères de Biden, donc un spécialiste de la question, par ailleurs un ultrasioniste, il a quand même dit, il y a un problème, c'est que le Hamas recrute autant de nouveaux combattants qu'Israël en détruit. Alors moi, je ne suis pas partisan politiquement du Hamas, mais le fait que dans la pire situation, le Hamas, de l'aveu même d'un des massacreurs, recrute autant de combattants qu'il en perd, c'est l'échec de l'impérialisme et c'est l'échec du sionisme. Et c'est aussi, d'une certaine manière, la poursuite de la lutte de classe. Dominique va y revenir. Oui, camarades, il y a un petit peu moins d'une semaine, en raison d'ailleurs des contradictions qui existent dans le système de domination impérialiste à l'échelle internationale, l'impérialisme américain, d'une certaine façon, a imposé, au moins momentanément, à Netanyahou cette trêve, cet accord de cessez-le-feu qui est entré en vigueur dimanche dernier. Et je crois effectivement qu'il faut réfléchir à la signification de ce qui s'est passé dans les minutes et les heures qui ont suivi l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu, vous savez, intégrait le fait que les troupes israéliennes devaient se retirer de territoires, notamment du nord de la bande de Gaza, dont quelques jours avant, le gouvernement Netanyahou annonçait depuis des mois qu'il allait purement et simplement l'annexer. L'arrêt des bombardements quotidiens, incessants, etc. Et dans les heures qui ont suivi l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, on a vu des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de femmes, d'hommes, d'enfants, de familles décimées par des mois et des mois de bombardements, reprendre le chemin du nord de la bande de Gaza. Et vous les avez entendus, on les a cités dans la tribune des travailleurs, ces Palestiniens qui disent « J'irai planter ma tente sur les ruines de ma maison ». Nous rappelant d'ailleurs une réalité qui, depuis 76 ans, n'a jamais pu être détruite par tous les plans de l'impérialisme et du sionisme dans la région avec la collaboration de tous les régimes arabes, c'est que le droit au retour, qui est une aspiration démocratique élémentaire, a été et reste encore maintenant le moteur de la révolution palestinienne. Dans les minutes et les heures qui ont suivi l'accord de cessez-le-feu et son entrée en vigueur, le gouvernement israélien avait exigé que les 1000 prisonniers palestiniens, qui doivent être libérés par groupe de plusieurs centaines, ne soient pas conduits à Ramallah, la capitale de la Cisjordanie, dans des bus du Croissant et de la Croix-Rouge, mais directement par le Shin Bet, c'est-à-dire les services secrets intérieurs israéliens. Et le gouvernement Netanyahou avait exigé de l'autorité palestinienne, qui bien entendu a immédiatement obtempéré, que aucun rassemblement, aucune fête, aucun rassemblement d'accueil des prisonniers n'aurait lieu. Les bus du Shin Bet sont partis des prisons, ils ont ramené les prisonniers en Cisjordanie et, ignorant délibérément les ordres de l'autorité palestinienne, des dizaines et des dizaines de milliers d'habitants de Ramallah et des dizaines de milliers venus des villages alentours sont venus acclamer le retour de leurs prisonniers. Alors, nous partageons, nous comprenons les espoirs du peuple palestinien tels qu'ils s'expriment à travers ces mouvements de dizaines et de dizaines de milliers. Et en même temps, nous partageons les réflexions qui sont faites par nos camarades de l'initiative pour un seul État démocratique, dont nous avons publié dans le journal la déclaration juste après le cessez-le-feu, une déclaration qui est titrée « Le génocide est suspendu, mais pas le projet colonial », une déclaration dans laquelle les camarades, parce que ça recoupe des discussions qui ont lieu aujourd'hui à l'intérieur du peuple palestinien, réaffirment, je cite,
l'État colonisateur doit être démantelé et remplacé par son antithèse, un État palestinien pour tous ses citoyens, et ses camarades ajoutent « Cette vision ne sauvera pas seulement les Palestiniens, mais également les Juifs que le projet sioniste a utilisés pour coloniser la Palestine. Elle leur offre le choix de passer du statut de colon à celui de citoyen. » Les camarades de l'Initiative pour un seul État démocratique titrent leur déclaration « Le génocide est suspendu ». Et nous partageons la prudence de leur déclaration. Oui, Biden a cédé la place à Trump. Biden, c'est de notoriété publique, et le parrain du génocide qui vient d'avoir lieu ces derniers mois à Gaza. Il ne faudrait pas, et on a toutes les raisons de s'en inquiéter, qu'au génocide parrainé par Biden à Gaza suive un autre génocide, celui parrainé par Trump en Cisjordanie, sans parler même du fait qu'avec Netanyahou, encouragé par l'accession au pouvoir de Trump, tout est possible du point de vue du déchaînement de la violence à Gaza. Trump a truffé son administration de fanatiques partisans de la guerre contre la Chine. Il a aussi truffé son administration de fanatiques partisans de l'extermination en Palestine. Ce sont d'ailleurs souvent les mêmes. Peut-être l'avez-vous entendu, mais ces derniers jours, l'une d'entre elles, qui est la nouvelle ambassadrice des États-Unis à l'ONU, une dénommée Elise Stefanik, a fait sa première déclaration à l'ONU, dont par ailleurs Trump a dit depuis longtemps qu'il n'avait que faire. Et la Stefanik en question a fait comme déclaration, la première déclaration dans le cadre de l'ONU où elle est ambassadrice de Trump, je cite, que l'État d'Israël a des droits bibliques sur la Cisjordanie. Quelques jours avant, son patron, Trump, avait levé les quelques timides sanctions que Biden avait appliquées à quelques colons fanatiques de Cisjordanie. Vous savez que d'après les études des organisations israéliennes des droits de l'homme, il y a chaque jour en Cisjordanie au moins 3 actes de violence, assassinats, champs incendiés, maisons détruites par les colons armés. Eh bien, ce langage des droits bibliques sur la Cisjordanie, on le connaît, c'est le langage des ministres les plus extrémistes et les plus fanatiques du gouvernement Netanyahou. Cela recoupe ce qu'elle a dit l'un d'entre eux, le dénommé Smotrich, après la victoire de Trump, quand il a dit « 2025 sera l'année de l'annexion définitive de la Cisjordanie ». Et il y a une logique dans tout ça, la logique du sionisme parrainé par l'impérialisme, qui est fondée sur l'expulsion, sur l'annexion, et effectivement, dont la seule alternative, c'est l'établissement d'une république palestinienne laïque et démocratique garantissant l'égalité des droits de tous ses citoyens, qu'ils soient juifs, arabes, quelle que soit leur confession. Pour conclure, je dirais oui, au Moyen-Orient, comme partout ailleurs, il serait erroné de ne retenir de la situation que l'aspect de la barbarie, des violences, des massacres déchaînés par l'impérialisme. C'est aussi, au Moyen-Orient comme partout ailleurs, la lutte de classe qui est le moteur de l'histoire. La mobilisation des masses, les masses palestiniennes, mais les masses syriennes. Pour notre part, nous avons refusé depuis le début de réduire la situation en Syrie à l'alternative entre le régime tortionnaire de Bachar el-Assad et les marionnettes de Erdogan, du Qatar et des États-Unis. Les masses sont là, de même qu'elles sont là quand en ce moment, depuis 7 jours en Égypte, 7000 ouvrières et ouvriers d'une usine textile sont en grève, payés 76 $ par mois, sont en grève pour l'augmentation des salaires, malgré la répression, malgré un régime qui jette 100 000 détenus politiques en prison. Alors pour toutes ces raisons, une délégation du Parti des travailleurs sera présente demain dans la manifestation qui est convoquée à 14h, place de la République. Et si des camarades veulent se joindre à la petite délégation qui s'y rendra, n'hésitez pas à venir me voir à la sortie. Camarades, avant de reprendre le fil de mon rapport, je voudrais faire une petite parenthèse dans le prolongement de ce qu'a dit Dominique. Cette question de l'issue politique en Palestine, je pense que nos camarades de ODSI ont parfaitement raison de la poser aujourd'hui. Bien sûr, le cessez-le-feu est préférable au déchaînement de barbarie. Mais le déchaînement de barbarie procède du refus
de reconnaître une solution politique démocratique conforme aux aspirations du peuple palestinien. Le cessez-le-feu par lui-même ne réglera pas cette question, et si cette question n'avance pas vers un règlement, débouchera sur de nouveaux massacres et de nouveaux génocides. Alors, je reviens à ce que j'étais en train d'évoquer. Oui, camarade, un peu plus tôt, un peu plus tard, Trump cherchera à avancer dans son conflit avec la Chine. Y arrivera-t-il? C'est une autre question. Mais cela implique que les militants ouvriers dans le monde entier ne confondent pas la défense du peuple chinois avec la défense de la bureaucratie au pouvoir à Pékin. Est-ce que cette bureaucratie doit être renversée? Certainement. Qui doit la renverser? Le peuple chinois lui-même. Est-ce que les menaces de Trump vis-à-vis de la Chine visent à y instaurer un régime démocratique? Certainement pas. Les menaces de Trump vis-à-vis de la Chine visent à livrer la Chine au pillage des multinationales américaines. Et de ce point de vue, quelque dégoût que nous inspire la bureaucratie au pouvoir à Pékin, nous ne serions pas neutres dans un conflit entre la Chine et les États-Unis. Et sans la moindre concession au régime en place à Pékin, nous serions du côté du peuple chinois contre l'agression impérialiste de Trump. Je pense d'ailleurs que c'est aux travailleurs chinois d'être au premier rang de la défense de leur propre nation. Parce que nous ne sommes pas dupes, ce n'est pas de démocratie qu'il s'agit, ce n'est pas des droits du peuple chinois qu'il s'agit, c'est du pillage impérialiste. Alors, comment est-ce que cette situation se réfracte en France? Pour répondre à cette question, je voudrais faire de la publicité pour un excellent journal qui s'appelle La Tribune des Travailleurs. Et pour un numéro publié au mois de janvier, mais pas au mois de janvier de cette année, le numéro qui a été publié il y a exactement 2 ans, 25 janvier 2023. Vous le voyez de loin? Non? Vous ne le voyez pas du tout? Ah, là, voilà, la camarade a reconnu, oui. C'est pas n'importe quelle manif, c'est la manifestation du 19 janvier 2023. Des manifestations, c'est là, c'est les places de la République à Paris, il y en a eu dans toute la France, où des millions de travailleurs dans ce pays sont descendus dans la rue avec un mot d'ordre: non à la réforme des retraites. On ne veut pas de la retraite à 64 ans, retrait du plan du gouvernement. C'était il y a exactement 2 ans, c'est une coïncidence. Pourquoi je vous montre cette photo? Parce qu'à tous ceux qui prétendent que la lutte de classe est quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour, que c'est dépassé, on fera remarquer la chose suivante. C'était il y a 2 ans, et c'est toujours au centre de la situation aujourd'hui. Il s'est écoulé 2 ans. Des centaines de grèves, de manifestations, qui ont duré jusqu'à la fin du printemps, presque au début de l'été. Des centaines et des centaines de manifestations, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers qui à la fin criaient « Macron démission, retrait de la réforme ». Beaucoup qui exigeaient même que les organisations syndicales appellent à la grève générale pour en finir une fois pour toutes avec cette réforme. Et je suis sûr que beaucoup de camarades ici ont été amenés à discuter de ces questions dans les réunions syndicales, dans les entreprises. Il y a eu des mois et des mois de combat. À la fin, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné parce que les dirigeants syndicaux refusaient d'appeler à la grève générale. On n'a pas gagné parce que les dirigeants politiques de gauche, entre guillemets, ont dit c'est scandaleux ce que fait Macron, il utilise le 49.3, il utilise le 47, vraiment c'est pas bien. Bon, puis une fois qu'ils ont répété que c'était pas bien, ils sont allés se coucher, ils sont partis en vacances et ça s'est arrêté. Et il y a eu à cette époque, je parle de mai, juin 2023, et c'est normal, des camarades de toute tendance, des militants qui ont dit bon, on a perdu. Voilà, on a perdu, on s'est battu, une fois de plus, on s'est battu avec acharnement, on a perdu. Pas si simple, camarades. Parce que 2 ans après, ceux qui sont au pouvoir n'arrivent toujours pas à faire passer cette putain de réforme. Non seulement ils n'y arrivent pas, mais ils ont été confrontés aux élections européennes, perdus. Ils ont trouvé intelligent de dissoudre l'Assemblée, raté.
Puis, ils ont essayé de mettre en place un gouvernement, ça a mis des mois. À peine a-t-il été en place, censuré. On est maintenant 2 ans après, et le dénommé Bayrou ne sait pas s'il va rester à Matignon encore 2 jours, ou 2 semaines, ou 2 mois. Il prépare, ça va être un peu déprimant, il prépare un budget dont il ne sait pas si finalement il a une chance d'être adopté. 2 ans, camarades. On va nous dire que la lutte de classe n'est pas au cœur de la situation. Tous les gouvernements d'Europe disent qu'il faut en finir avec ces systèmes de retraite. Tous les gouvernements français aussi, de gauche ou de droite, l'ont dit à un moment ou à un autre. Ils sont tous mis d'accord pour dire que ce mouvement de millions et de millions de travailleurs ne devait pas aboutir. Et 2 ans après, ils restent coincés au milieu du gué. Et ils ne voient pas comment ils vont arriver à le faire passer. Et pourtant, ce n'est pas les bonnes volontés qui manquent pour les aider. Hein. De tous les côtés. Ça reste la question centrale. Et on a même eu droit, l'été dernier, au Front républicain. Attention, Le Pen arrive, il faut que tout le monde... vous vous rappelez, il fallait que la gauche se désiste pour les candidats de droite, les candidats de droite pour la gauche. Bien. Enfin, derrière, il y avait quand même l'enjeu, notamment de la réforme des retraites. Ça n'a pas suffi. Alors, camarades, en France aussi, dans des conditions totalement différentes des États-Unis, mais c'est la lutte de classe qui s'exprime dans la crise du régime aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on vit sous la Ve République. Que le principe de la Ve République, c'est que le président de la République est la clé de voûte des institutions. Il est censé avoir tous les pouvoirs entre ses mains. Formellement, Macron les a toujours. Dans la réalité, pour l'instant, il est assez, évanescent. Hein. On ne voit pas bien où il est, Macron. La bourgeoisie elle-même ne sait pas où elle en est. Alors, bien sûr que cette histoire de l'élection de Trump va avoir des tas de répercussions, y compris pour la situation en France. Il n'y a pas de doute. Trump, il a quand même fait quelque chose d'exceptionnel. Il était hier au sommet de Davos et il a dit, notez bien ces chiffres, bien qu'on y reviendra dans la tribune des travailleurs, il a dit, voilà, bon, maintenant, il faut être clair, nous les Américains, il le dit comme ça, je ne sais plus, je le lis quelque part, mais vous pouvez me croire, il dit, nous les Américains, on n'a pas arrêté de payer pour la guerre, maintenant on arrête. Où est-ce qu'il le met ? Voilà, je vais demander à toutes les nations de l'OTAN d'augmenter les dépenses de défense à 5% du PIB, ce qui aurait dû être le cas depuis des années. Elle n'était que 2%. En plus, la plupart des nations ne payaient pas avant mon arrivée. J'ai insisté pour qu'elles payent. Elles l'ont fait parce que les États-Unis payaient et c'était injuste pour les États-Unis. Donc vous l'avez compris, les États-Unis ont payé pour nous défendre, nous, malheureux Européens. Maintenant, ils paieront plus, c'est à l'Europe de payer. Alors c'est à l'Europe de payer combien ? Trump l'a dit, il faut que chaque pays d'Europe consacre 5% du produit intérieur brut à ses dépenses de défense. Dit comme ça, 5%, c'est pas beaucoup. Hein ? Mais du PIB. Mais dit comme ça, 5%, on dit, bon, à l'heure actuelle, c'est pas tout à fait 2%, on va passer de 2% à 5%, bien. Le chef de l'OTAN, hein, il y a un nouveau chef de l'OTAN, dont j'ai pas encore retenu le nom, a dit, voilà, bon, 5%, c'est peut-être dur, on va aller graduellement, on va aller vers 3%, 3,5%, etc. Ils ont rendez-vous, tous les dirigeants de l'Union européenne, ils ont rendez-vous le 3 février, donc dans quelques jours, pour dire s'ils acceptent ou pas les consignes de Trump. C'est-à-dire augmenter les dépenses. Alors pour que vous ayez une idée, camarades, je vais vous donner un repère. Le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la valeur de toutes les richesses produites en une année en France, c'est un peu plus de 3 000 milliards d'euros. Donc, 1% du PIB, c'est 30 milliards d'euros. À l'heure actuelle, dans le budget 2025 qui est en train d'être discuté, le budget de la défense, c'est environ 50 milliards d'euros, un peu moins de 2%. Si vous passez de un peu moins de 2% à 5%, vous passez de 50 milliards à 150 milliards. C'est-à-dire que vous rajoutez 100 milliards, vous entendez bien, 100 milliards pour les dépenses de défense. Vous me direz, c'est quoi 100 milliards ? C'est simple, c'est un quart du budget de la France. Donc vous rajoutez un quart du budget de la France aux dépenses de défense. 100 milliards, c'est plus du double des dépenses de l'éducation nationale. Donc vous imaginez ce qu'il faudrait supprimer sur les écoles, les hôpitaux, le logement, les droits ouvriers,
pour gratter 100 milliards sur un budget global de 400 milliards. Il faut piquer 100 milliards supplémentaires. Trump l'exige. Le chef de l'OTAN en Europe dit qu'il faut le faire. Les chefs de l'Union européenne se réunissent le 3 février et vont dire, grosso modo, jusqu'où ils peuvent aller. Mais car, même si ce n'est pas 100 milliards, même si c'est 10 ou 20, où vont-ils les prendre? Ils vont les prendre sur la classe ouvrière. Sous toutes les formes. Et c'est là où on en revient à la réforme des retraites, c'est là où on en revient au budget d'austérité, c'est là où on en revient à la misère des hôpitaux, à la misère des écoles, à la situation des enfants handicapés, l'absence d'AESH, enfin tout ce qu'on connaît, et beaucoup d'autres choses. Après, on nous fait des reportages, j'ai vu à la télé, c'est très grave, les ascenseurs ne sont jamais réparés dans les cités HLM. Oui, enfin, si on pique tout le pognon, je ne vois pas comment on va réparer les HLM. Vous voyez, c'est une question logique. À la fin, on condamne des millions de gens à vivre dans la misère et le dénuement pour satisfaire aux exigences de guerre de Trump et de l'impérialisme. C'est ça qui est à l'ordre du jour, camarades. Et c'est pas dans un avenir lointain. Le 3 février. Donc ceux d'entre vous qui êtes étudiants, enseignants, parents d'élèves, ouvriers, quelle que soit votre situation, et quelle que soit la fraction de ces 100 milliards qu'ils vont décider tout de suite, c'est vous qui les paierez. Et vous les paierez à un niveau très élevé, c'est ça que ça veut dire. Il est clair qu'il y a une partie de la classe capitaliste en France qui est prête, pour faire cela, à suivre le chemin de Trump. Pas seulement Marine Le Pen, regardez Retailleau, toute une série de gens. Bon. Bayrou, il voudrait faire autrement. Dans le même objectif, il veut faire autrement. Lui, il voudrait associer les organisations syndicales à ses plans. D'où l'histoire du conclave. Vous savez, cette espèce de concertation permanente où tout le monde va s'asseoir autour de la table pour discuter de la réforme des retraites. La réforme des retraites, quelle réforme? On en a refait la démonstration cette semaine dans la tribune extérieure. Il n'y a pas de déficit des régimes de retraite. Par conséquent, on ne voit pas pourquoi les syndicats ouvriers devraient s'asseoir autour de la table avec le gouvernement et les patrons pour remettre en cause un système des retraites qui n'est pas déficitaire. Il l'est uniquement parce que les patrons piquent le pognon qui est dû au régime de retraite. N'empêche que Bayrou... il a déjà obtenu que le PS ne vote pas la censure, une première fois. Il a obtenu que Sophie Binet et Frédéric Souillot, les responsables de FO de la CET, qui exigent l'abrogation de la réforme des retraites, s'assoient quand même autour de la table pour savoir quelle autre réforme. Il faut choisir, camarades. Vous ne pouvez pas dire on défend le régime actuel et on va élaborer un autre régime. Il y a une contradiction. Et il espère, Bayrou, il espère qu'avec l'appui de la gauche, avec l'appui des uns, des autres, et puis avec le fait que les responsables syndicaux vont tous être en quelque sorte, comment est-ce qu'on peut dire, neutralisés, parce que tant que vous êtes autour de la table avec le gouvernement pour discuter d'une bonne réforme, vous n'appelez pas à manifester dans la rue contre le gouvernement et sa réforme. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils appellent à rien. Vous avez remarqué comme c'est la première année depuis très longtemps où il n'y a pas eu de journée d'action interprofessionnelle. Je ne dis pas que je les regrette. Parce qu'on sait par ailleurs le rôle qu'elle joue, je dirais, d'étouffoir. Mais enfin, c'est un signe. On ne fait même plus semblant d'appeler une action contre le gouvernement. C'est normal. Comme le gouvernement n'est pas vraiment en place, comme il n'y a pas de budget, ça fait 6 mois que ça dure, donc on n'appelle à rien. Mais quand Bayrou nous appelle à aller discuter de sa réforme, ça, on y va. Bon, ma camarade, les problèmes auxquels la classe ouvrière est confrontée, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui essaye d'endormir tout le monde. Il y arrive assez bien avec les partis de gauche, à endormir les dirigeants syndicaux, et à dire ne vous inquiétez pas, on fera tout ça en douceur. Enfin, ce qu'ils feront en douceur, c'est la réforme des retraites. C'est la remise en cause des droits des travailleurs, etc. Donc, ça pose une question sur laquelle je voudrais conclure. Il ne peut pas y avoir une perspective pour les travailleurs fondée sur une collaboration avec le gouvernement et l'aider à détruire les droits des travailleurs. Ça n'ouvre aucune perspective. Donc la seule perspective possible, c'est l'aide à la mobilisation unie pour combattre ce gouvernement et défaire ses plans. Dans la revue que je signalais, dont je signalais l'existence tout à l'heure, dans l'International, dans le rapport que je citais, on concluait en disant voilà ce que sont les tâches des militants de l'avant-garde révolutionnaire dans les différents pays, la lutte contre la guerre, la lutte contre l'exploitation, la défense de la démocratie et l'internationalisme ouvrier. Parce qu'une des caractéristiques de Trump, c'est le chauvinisme, c'est le nationalisme, sous toutes les formes. Le nationalisme économique, America First,
le déchaînement de la haine raciste contre les immigrés. Et puis on va retrouver ça à tous les niveaux. Hein. On retrouve ça en France. La dernière circulaire de Retailleau concernant les, entre guillemets, conditions de régularisation des travailleurs immigrés sans papier, c'est une circulaire extrêmement violente et répressive, hein, extrêmement inquiétante. Donc il est clair, camarades, que nous allons entrer dans une phase de lutte de classe extrêmement acérée, même si tout le monde essaye de l'endormir. Et que, par conséquent, Dominique évoquait la conférence internationale, le meeting international, etc. Pour nous, c'est d'abord et avant tout l'internationalisme ouvrier. Aucun accord avec notre gouvernement. Aucun soutien à Bayrou. Bien sûr, combattre pour finir avec le gouvernement. Mais il faut préciser une chose, parce qu'il y a beaucoup de démagogie. Hein. Par exemple, les gens de la France insoumise disent dehors Macron. D'accord, dehors Macron. Pour mettre qui à la place? Il y a un côté un peu, comment dire, il y a un côté coup de poker. Hein. Dehors Macron, et dit Mélenchon, je vais me présenter, ça va se jouer entre Marine Le Pen et moi, et vous allez voir ce que vous allez voir. Oui, enfin, on va voir ce qu'on va voir. Peut-être dans un cas, peut-être qu'on verra Marine Le Pen dans l'autre cas. Donc, en soi, dehors Macron, bah, bien évidemment, il n'y a pas beaucoup de travailleurs qui sont pour garder Macron. Mais on ne peut pas dire dehors Macron sans dire quelle perspective. Et la perspective, ça ne peut pas être l'élection présidentielle sous la 5e République, avec tout ce que ça a de frelaté, de bidon, de personnalisation. Si la perspective, c'est un gouvernement qui répond aux attentes de la majorité, un gouvernement qui prenne en main la satisfaction des revendications, alors il faut le dire. Il faut dire qu'il s'agit non seulement de chasser Macron, mais la 5e République. Qu'il s'agit de mettre sur pied une République réellement sociale, capable de répondre aux besoins de la majorité, qui n'hésitera pas à confisquer les milliards de la spéculation, les milliards des dividendes capitalistes, les milliards de la guerre, pour répondre à l'ensemble des besoins, l'école, les hôpitaux, l'emploi, les salaires, les droits démocratiques, le logement, etc., etc. Par conséquent, dire « abat ce gouvernement » implique de dire « voilà le gouvernement pour lequel nous combattons ». Et ça implique de dire aussi comment nous voulons mettre en place un tel gouvernement. Pas en attendant l'élection présidentielle. C'est un appel à la mobilisation unie des travailleurs de toute tendance pour un tel gouvernement de satisfaction des revendications. C'est la perspective sur laquelle, pour notre part, militants de la 4e internationale, nous agissons en comprenant la chose suivante. Il n'y a pas des grandes revendications et des petites revendications. La moindre revendication pour laquelle les travailleurs se mobilisent est un élément de la chaîne qui permettra d'en finir avec ce régime, à condition de comprendre que ça doit se faire en toute indépendance, sans aucune concession, ni au Bayrou, ni aux prétendus démocrates, progressistes, antifascistes ou quoi que ce soit. Il s'agit d'organiser la lutte commune à tous. Sécurité sociale, salaire, licenciement, retraite, école, hôpitaux. Prendre l'argent là où il est. Et afficher que l'objectif est un gouvernement de satisfaction des revendications ouvrières, donc se débarrasser de ces institutions, qui sont des institutions d'oppression et d'exploitation, quelle que soit la couleur politique du gouvernement. Ça, ce sont nos objectifs politiques en France. Ils sont totalement insérés dans le combat pour l'internationale ouvrière, le combat des travailleurs et des peuples contre la guerre et l'exploitation qui s'exprimera notamment dans un meeting à Paris le 21 mars. Et c'est dans les conditions actuelles, certes, difficiles, complexes. Nous sommes entrés, c'est vrai, dans une nouvelle ère, mais cette nouvelle ère, elle contient la contre-révolution, mais aussi la révolution. Merci. Oui, bonsoir. Moi, j'ai entendu aussi, la politique anti-ouvrière que Trump veut mettre en œuvre, en particulier en commençant par les couches les plus exploitées de la classe ouvrière, à savoir les travailleurs immigrés et puis les femmes. Et Camille et Daniel sont revenus sur ces questions. C'est vrai aussi pour les impérialismes au petit pied, qui font quand même la même politique dans leur pays. Et vous me voyez venir, bien sûr, je vais parler de la France. Retailleau d'une part, on sera amené à revenir. Je précise quand même que qui est monté au créneau contre la circulaire Retailleau? Le syndicat patronal de l'hôtellerie et de la restauration immédiatement pour dire si Retailleau met ça en œuvre, c'est très simple, la moitié du personnel
disparaît de nos cuisines. Hein. Et puis la question des femmes. On le sait, toutes les réformes des retraites ont été particulièrement violentes pour les femmes. Elles ont été les premières victimes de toutes les réformes qu'on a connues au cours de la dernière période. Donc bien sûr, j'en arrive au 8 mars et à la réunion publique que nous allons organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes au Palais des Glaces. Bien sûr, parmi les oratrices, il y aura, des oratrices venues de l'international ou des messages. Et puis l'aspect, femmes travailleuses, c'est-à-dire les femmes qui en France combattent contre l'exploitation, contre la politique de leur patron sur leur secteur professionnel ou plus généralement contre la politique du gouvernement. Tous au 8 mars au Palais des Glaces.